Marvel sort des déodorants gel douche Captain America, Black Panther, Spider-Man ou encore Iron Man pour sentir comme eux. Alors autant sentir comme Tony Stark, je veux bien, hein, parce qu'il est frais et qu'à une époque où l'eau de Cologne il s'en mettait même au fond de la gorge, cul sec, hein, mais sentir comme Spider-Man. C'est avant ou après ces 2 heures de combat quotidienne contre n'importe lequel des Sinister Six? Non, parce que si c'est après, autant sortir un déo, parfum, un legging de Tante May après 1 heure de pilates. Non mais vivement que Axe fasse un déo Hellboy pour les soirées les plus hautes, hein, ou un déo Catwoman, parfum lait pour attirer les hommes les plus protecteurs. Non mais où on va là? Bon, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 266e JT Comics. Comme on ne sait pas de quoi le futur sera fait, hein, souvenez-vous de ce proverbe bien connu, afin d'éviter qu'un couvre-feu se transforme en douche froide, faites des provisions de comics à lire et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. L'empereur bleu pâle. C'est la news insolite de la semaine, elle concerne l'un des dirigeants les plus orgueilleux de l'univers Marvel, Fatalis, qui a failli ressembler à toute autre chose dans le second opus du film Fox des Fantastic Four. Et d'ailleurs, à chaque fois que je revois Julian McMahon, je me dis que le casting était parfait, la gueule est parfaite, même en 2020 pour Fatalis. Surtout que ça aurait pu être toute autre chose, puisqu'on a vu les photos d'un concept artiste pour le film, et que ça virait plus sur le techno-organique, le cyberpunk, et que le visage, en plus d'être façonné sur celui de Marilyn Manson, était clairement dans ce qu'on appelle l'horreur corporelle. On dirait que Abe Sapiens a couché avec le Docteur Manhattan, c'est étrange. Et pour l'incarner, ils avaient pensé au seul et à l'unique Nicolas Cage. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore ce genre de petites news des coulisses. Je crois qu'on peut féliciter toute la profession des concept artistes qui sortent avant le film des tas de dingueries qu'on voit rarement. Bien souvent parce qu'ils sont calmés de plein fouet par les producteurs, les studios, qui sont souvent bien plus frileux que l'imagination débordante de ces créatifs. Allergie. Le drama Twitter de la semaine oppose la vision d'un artiste et la vision des fans les plus hardcore de Zack Snyder, et ça concerne justement la vision de Superman. Est-ce que ses yeux doivent luire de rouge lorsqu'il est énervé ou non? C'est la question qui fâche. C'est en partie à cause du tout nouvel éditeur TKO. Ils ont lancé un petit tweet facile en récoltant les opinions impopulaires version comics des tweetos, et c'est l'artiste Doc Shaner qui a déclaré « Cessons de montrer Superman avec ses yeux rouges luisants simplement parce qu'il est en colère, soit il utilise sa vision thermique, soit non. » Oh là là, et là on aurait dit qu'il avait hurlé « Je suis homo et j'aime les noirs » en plein milieu d'une réunion du Ku Klux Klan, puisque s'il n'avait jamais mentionné le nom du réalisateur Zack Snyder, ses plus grands défenseurs, ceux qui adorent sa petite boîte à 4K, l'ont pris pour eux, ceux qui ont encore d'ailleurs dans leur pseudo le hashtag Release the Snyder Cut, alors que ça va être fait. Ils lui ont dit tu es une pleurnicheuse, tu ruines les comics, on n'a qu'à en faire un personnage Disney alors qu'ils sont quand même en train de parler à un artiste qui le connaît bien, Superman, et qui le dessine encore mieux. Alors il y en a qui ont quand même été beaucoup plus constructifs, il y en a qui ont dit que c'était pas forcément des yeux rouges de colère, que c'était juste un petit moment d'intimidation où il montrait ses capacités, notamment à Lex Luthor. En même temps, est-ce que quand tu t'appelles Superman, tu as vraiment besoin d'intimider qui que ce soit? Personnellement, je pense que c'est un gimmick dont on a tendance à abuser. Moi, j'aime bien quand c'est utilisé pour dénoter que quelque chose ne va pas, comme dans le Lex Luthor de Brian Azzarello et Liber Mejo. Superman, il a tout le temps quasiment les yeux rouges, mais c'est Lex Luthor qui a la narration. C'est un narrateur très très peu fiable, et on peut se dire que ses représentations sont aussi fidèles que DSK avec sa femme. Ceci dit, on se dit que ça va pas, un petit peu comme quand on voit Ultraman, la version maléfique de Superman, qui a tout le temps aussi les yeux rouges comme Doc Gineco après une grosse soirée. Je vous laisse me dire si vous aimez bien ce Superman qui n'arrive pas à contrôler sa rage intérieure, ou si vous préférez l'autre, et surtout ce que vous pensez de ces débats dont Twitter se nourrit allègrement. El Patron, vous l'avez remarqué, j'ai sacrifié quelques poils de barbe. J'ai réussi à faire croire à mon meilleur pote que c'était en l'honneur de son mariage dont j'étais le témoin, mais pas du tout. C'était le prix à payer pour l'incantation qui visait à faire sortir Alan Moore de sa tanière, et ça a marché. Il a donné une interview pour promouvoir son dernier film The Show à Deadline. Bon, je crois que pour qu'il y ait des très très bonnes questions, il aurait fallu que je rase tout, et ça, j'étais pas prêt, puisqu'on a quand même eu droit à une question. Est-ce que vous avez vu le film Le Joker? C'est un petit
peu comme demander à Jonathan Cohen s'il y a une seule série, un seul film de 2020 où il n'est pas, on connaît d'entrée la réponse. C'est un petit peu comme les chlamydia chez les tapins d'une aire d'autoroute mal famée, il est absolument dans chacune d'entre elles. Les questions sont vraiment bof, hein. Est-ce que vous avez envie de revenir aux comics? Est-ce que vous écrivez malgré votre retraite? Comme s'il n'y avait aucune autre vie créative en dehors des comics, le Joker, enfin bref, au bout de la 6e question qui ne parlait pas de The Show, Alan Moore a lui-même un petit peu réorienté le débat en parlant de son film, c'est pour ça qu'il était là. Il a quand même répondu sagement aux questions. Je peux pas m'empêcher de vous résumer tout ça. Donc déjà, ça fait plus de 6 mois qu'Alan Moore et sa femme sont strictement confinés, qu'ils n'ont vu et interagi avec absolument personne. Il déclare ne pas trop écouter le gouvernement parce qu'il pense pas que ces derniers aient les meilleurs intérêts du peuple à cœur. Donc il écoute des scientifiques et puis il trouve d'autres solutions. Il passe de plus en plus de temps au téléphone avec ses petits-enfants pour leur raconter des histoires. Ça va n'étonner personne, mais il déclare qu'il ne reviendra jamais, qu'il ne veut plus jamais avoir rien à faire avec l'industrie du comics, que ce qui l'excitait quand il y est entré il y a maintenant 40 ans, c'est que c'était une littérature vulgaire destinée plutôt aux classes ouvrières et qu'avec au fil du temps, avec les graphic novels, ça s'est métamorphosé en loisir de classe moyenne et ça ne l'intéresse pas. Le fait que les films de comics aient quasiment supplanté les comics l'inquiétait et ça l'inquiète encore de voir que des héros qui ont été créés pour des enfants des années 40 sont encore aussi populaires auprès des adultes des années 2020. Il y voit d'ailleurs une forme de corrélation avec l'élection de celui qu'il appelle la mandarine nationale socialiste ou même le Brexit. Selon lui, ça traduit un certain déni de la réalité et une recherche de solutions simplistes et sensationnelles. Il prend sa part de responsabilité puisqu'il sait que c'est en grande partie son travail qui a mené un lectorat plus mature vers les comic books et que ça a permis aux maisons d'édition de clamer haut et fort que les comics avaient changé alors qu'au fond pas tant que ça selon lui. Et il déclare d'ailleurs qu'avec la crise, la Covid risque de mettre définitivement un terme à cette industrie qui était déjà fébrile avant la crise sanitaire, mais que sur le long terme, ça peut faire émerger des nouvelles voies. Attention, vous allez tous être sur le cul, mais il déclare qu'il n'a pas vu le Joker. Il dit que le dernier film de super-héros qu'il a vu, c'est le tout premier Batman de Tim Burton, et que si le Joker est basé sur son Batman The Killing Joke, eh bien, il faut se rappeler qu'il l'a désavoué à peu près 3 mois après sa sortie. C'est une œuvre qu'il juge trop violente, plus intéressante. Il déclare que son Batman préféré, c'est celui qui embrasse son côté absurde, c'est Adam West, et il en profite pour bifurquer un peu sur son film The Show, en disant que il y aura des super-héros aussi à l'intérieur. Vous allez voir, il espère prolonger l'expérience puisqu'il va en faire une série à terme, et que justement on l'accuse entre guillemets souvent d'avoir fait pas mal de dystopies. Il dit j'ai dû en faire 2, le reste ça colle quand même pas mal à ma vision, ma propre vision du monde, mais là The Show ça sera une dystopie, ça présentera la ville de Northampton, donc sa ville à lui qui serait la première d'Angleterre à tomber, l'effondrement économique. Il dit que s'il y a une grande part de fantaisie, je vous l'ai dit la semaine dernière, à Northampton, eh bien, il y aura aussi des réalités comme celle des services publics qui s'effondrent dans la ville. Il écrit encore, il dit achever un livre de magie, préparer un opéra avec le musicien Howard Gray sur la figure de John Dee, qui est un de ces savants universels, donc à la fois mathématicien, mais aussi qui virait un petit peu alchimie occulte. Il a déjà le squelette pour 4 ou 5 saison de The Show, alors il dit qu'il ne fait pas ça pour l'argent, mais qu'il veut à tout prix garder le contrôle créatif de sa série ainsi que le contrôle sur la propriété intellectuelle globale, et il dit que si jamais ces conditions sont réunies, alors ça ne le dérange absolument pas que quelqu'un d'autre se fasse de la thune sur ce projet. Et après on le traite de casse-couille. Le journaliste lui répond que ça pourrait peut-être intéresser Netflix, qui pourrait aussi être effrayé par ce côté possessif avec sa propriété intellectuelle. Il répond qu'avec le réalisateur Mitch Jenkins, ils explorent pas mal de possibilités. Il ferme pas la porte, sauf peut-être à la Warner et à DC, je sais pas. Il dit que c'est pour ça d'ailleurs que aussi bien les courts-métrages que le film dont je vous parlais la semaine dernière ont mis autant de temps à être produits. Il fallait trouver des investisseurs justes. L'Institut britannique du cinéma leur a proposé de mettre 1 million de livres sur la table s'ils parvenaient à trouver au moins un investisseur qui mettait autant. C'est Patrick Bruel le truc. Mitch Jenkins avait réuni 3 millions de livres, et Alan Moore dit qu'avec ce petit budget, puisque dans des échelles de ciné c'est petit, il est tout à fait content
content de ce qu'ils ont fait, sauf qu'à la fin, il lui a annoncé, il lui avait caché un truc, et qu'en fait, il y a des investisseurs qui lui ont claqué dans les doigts, et qu'en fait, ils ont fait tout ce film avec 900 000 livres de budget, et quasiment sans compromis. Seule une scène a été enlevée parce qu'elle aurait été trop longue à tourner, et que ça les mettait dedans niveau délai, et ce qui les a beaucoup aidés, c'est que la ville de Northampton, à genoux économiquement, leur a ouvert absolument toutes les portes qu'ils voulaient, histoire de mettre en lumière et d'attirer peut-être des gens dans cette ville. Voilà, Crossoulocks. Les Crossoulocks, ce sont des crossovers improbables. D'ailleurs, si vous entendez du bruit dans un cimetière de Californie, c'est probablement Len Wein qui fait du breakdance dans sa tombe, puisque un groupe de terroristes suprémacistes blancs a décidé de prendre le nom d'un personnage de comics qu'il a créé, Wolverine, et d'un petit comics qu'il a édité chez DC, Watchmen. Les Wolverine Watchmen étaient 6, mais ils souhaitaient au moins grossir leur rang jusqu'à 200 personnes pour mener à bien leur projet. Ils étaient reliés à d'autres petits groupuscules foireux comme ça. Ils souhaitaient d'abord prendre en otage la gouverneure du Michigan, prendre d'assaut le Capitole pour déclencher une guerre civile, et pour cela ils avaient stocké bon nombre d'armes à feu et d'explosifs. Ils n'étaient pas contents de la façon dont la gouverneure gérait la crise du Covid. Il y en a, tu leur coupes leur abonnement Basic Fit pendant 2 mois, ils pètent les plombs. Bon, en réalité, le Wolverine, il s'agit plutôt du glouton, du carcajou, l'animal dont est inspiré le personnage de comics, qui est l'emblème de l'état du Michigan, même si leur dernier glouton en liberté est mort en 2019 et qu'avant, il y en avait déjà pas beaucoup là-bas. Et les Watchmen, c'est évidemment les gardiens, les milices organisées, donc très peu à voir avec le comics finalement, mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser, à tel point que la veuve de Len Wein a tweeté, elle dit « Mon mari se retourne dans sa tombe car le concept de Wolverine consistait à dépasser ses plus bas instincts pour rester humain. » Et ces trous du cul n'aiment également pas qu'on leur rappelle que le personnage de Wolverine a été créé par un juif de New York. Ne leur dites pas. Donc désolé pour ceux qui voulaient absolument voir ce crossover d'ici Marvel au sommet, et qu'Alan Moore se rassure, ça sera au moins un affront qui lui sera épargné. Donny. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit point sur mon chouchou, Donny Cates, la superstar des comics indés, des comics Marvel de la fin des années 2010. Il s'apprête à sortir son King in Black chez Marvel, donc l'événement dont le titre est un hommage au roi en jaune de Robert W. Chambers. Il déclare que ça sera l'un des points culminants de son run avec Ryan Stegman sur les personnages de Venom et Eddie Brock, que ça viendra changer fondamentalement la place de ces derniers dans l'univers Marvel, et surtout que le 5e et dernier chapitre de l'avènement de Knull, le dieu des symbiotes sur Terre, précédera directement le numéro Legacy 200 de Venom, le numéro normal, numéro 35, ça fait déjà 35 mois. Mais même en indé, Kate ne chante pas, déjà il y aura le titre Crossover, dont les précommandes s'élèveraient à 6 chiffres, apparemment plus de 100 000, pour ce que Image Comics vend aux marchands comme quelque chose qui aura l'impact de Watchmen à son lancement. Il faut assurer, après une fois que tu as dit ça. C'est une mise en abîme, donc le monde des comics qui va faire éruption dans le monde réel, et ça va être scruté de très près par les avocats d'Image pour éviter tout procès. Il a annoncé Warworld, qu'on avait déjà vu puisque c'est lié à God Country, donc là on a vu des images superbes donc de cette petite fille avec sa grande épée dans un monde où les monstres sortent la nuit mais la mort chevauche à l'aube. Et puis il a annoncé Flood, donc un autre comics Image qui sera dessiné par Megan Hutchinson, donc c'est un comics qui est fait en famille, mari et femme, et on a juste un poème. Nous ne pouvons sortir dans le noir car ce qui sort, personne ne va le revoir. En bas c'est sûr, en haut c'est la mort. On s'évanouit et le souffle quitte notre corps. Plis et ruptures et dents et nageoires. Inutile de combattre les ténèbres, elles auront toujours la victoire. On sait aussi qu'il bosse sur une suite d'Atomahawk qui sera après reprise par Monsieur Grant Morrison en personne, qu'il est sur le film de God Country, qu'il est aussi sur son run de Venom, son run de Thor. Moi, ma carte bleue prête autant que mon corps. Ciné. Pendant que les salles de cinéma sont en train d'agoniser comme un pendu à qui on a laissé un tabouret juste à sa hauteur, et qui est en train de tailler des copeaux de bois avec son gros orteil, eh bien les chaînes de télé bandent leurs muscles, à l'image d'Hulu qui montre un petit peu le fruit de sa collaboration avec Marvel Studios, avec MODOK, qui aura un style en stop motion, si on en croit le teaser qui a été montré par la New York Comic Con Online. Un ton un petit peu en dessous de celui de Rick et Morty, mais on est dans la même veine d'animation déjantée pour adultes sur fond de crise personnelle. Et en parlant de choses vraiment stylées, le premier trailer de la série Invincible pour Amazon Prime est tombé.
J'ai envie juste de dire, lisez Invincible et surtout, préparez-vous à le regarder. La grande news, c'est que Marvel Studios a dit à Spider-Man, viens voir le Docteur, puisque Stephen Strange sera dans le Spider-Man 3, et entre ça et le retour d'Electro version MCU, ça ouvre la porte à toutes les théories sur le multiverse, hein. Alors tous les sites un petit peu sensationnels, Click et Buzz, imaginent un plan à 3 avec Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland. Si c'est un gros rôle comme Stark et Nick Fury dans les précédents opus, en tout cas ça vient cimenter un Peter Parker du MCU qui est un jeune assisté. Ensuite, le tournage de The Batman a repris, on a vu Selina Kyle, Bruce Wayne, Carmine Falcon être un enterrement, il y avait aussi Oswald Cobblepot, et ils enterrent peut-être l'époque où Colin Farrell jouait les rôles de beau gosse dans les films, puisque l'acteur, comme la première fois, il est méconnaissable et que ça risque justement d'être intéressant de le voir jouer. Et enfin un truc marrant, puisque DC s'apprête à lancer pour les enfants une espèce de version de Cars, mais qu'avec des véhicules de l'univers Batman. L'équipe s'appellera les Batwheels, elle sera dirigée évidemment par la Batmobile, mais il y aura aussi un Bat-camion, le Batwing, la moto de Batgirl et la Redbird, la voiture de sport de Robin version Tim Drake. Ça sent bon le fun et le produit dérivé, cette affaire, un Bats and Furious. Lisez, cette semaine chez moi c'était double dose de Kieron Gillen avec Die chez Panini Comics, dessiné par Stéphanie Hans, et Once and Future chez Delcourt en VF, dessiné par Dan Mora. Alors Die, c'est du Jumanji mais version jeu de rôle. Des enfants disparaissent dans une partie de jeu de rôle, ils réapparaissent un an ou deux après, il y en a un en moins malheureusement, et ils retournent dans ce monde 25 ans plus tard quand ils sont adultes. C'est assez représentatif de l'idée que je me fais de Gillen, donc une intrigue solide, des très bons rebondissements, une excellente construction de monde avec une utilisation du D20, du D6, du D10 très très bien à propos, une critique un petit peu méta de tout l'univers des jeux de rôle, mais des personnages sans aspérité auquel j'ai un petit peu de mal à m'attacher. Je crois que ma préférée ça reste peut-être la cyberpunk. Ceci dit, si je devais donner un titre à la review, je dirais Quand les dés priment, puisque moi c'est le propos humain qui m'a un petit peu plus touché, puisque ça parle évidemment de crise de la quarantaine et justement de gens qui cherchent à s'échapper via le monde du jeu. Les dessins de Stéphanie Hans m'ont moyennement convaincu, j'aime bien ses couleurs mais j'aime pas trop ses personnages, surtout quand ils sont en pied. Elle a des beaux visages mais il n'y a pas que les visages qui comptent. J'aime bien le fait que Panini ait gardé les bonus éditoriaux, donc il y a plein d'articles aussi bien par Stéphanie Hans que par Gillen sur la construction du monde et c'est super intéressant. Ce qui est bien, c'est que ça coûte que 10 balles pour quelques mois et qu'à ce prix-là, foncez clairement, ça reste mon préféré des deux, puisque ça il faut clairement aimer et moi j'en peux plus, j'en ai plein le dos des comics sur la légende arthurienne. Quand je travaillais chez Snorgle, on en a édité un, c'était Unholy Grail. Même les comics qui racontent l'autre histoire du roi Arthur, celle que Disney ne nous a certainement pas racontée, moi ça commence un petit peu à me saouler. Ça c'est beaucoup plus bavard, peut-être un petit peu trop, les personnages seraient peut-être un brin plus charismatiques. Il y a une mamie qui défonce tout, mais elle est un petit peu unidimensionnelle, et bon, même si c'est dessiné par Dan Mora et qu'il y a des bons rebondissements parce qu'il sait faire, eh bien ça ne m'a pas trop convaincu, mais si vous êtes carré sur la table ronde, ça devrait être votre tasse de thé. J'ai aussi bien dégrossi la saison 2 de The Boys sur Amazon Prime, qui est assez folle, je dois en faire une review qui sera sponsorisée par Amazon Prime, s'il me laisse un petit délai supplémentaire pour faire les choses bien. Je vous laisse me dire ce que vous lisez cette semaine. J'espère au moins que vous avez lu le one-shot d'El Bando del Pueblo que j'ai scénarisé avec soin. Cette semaine, ça a opposé Deadpool à Grifter. C'est dessiné par Alric, dont la campagne Ulule, qui sort son premier comic sur Ulule, ça cartonne. Il y avait le comic sur la chasse à l'homme, la meute de Xavier. Et bien désormais, pour 7€, toujours le même prix, vous aurez deux comics, puisqu'il y aura Survivor Soundtrack, un comics qui mélange un petit peu Hellblazer, Hellboy, où la musique sera une arme très importante, donc un petit peu de Murder Falcon aussi là-dedans. Avec tous les bonus débloqués, eh bien je signerai la préface de la meute de Xavier. Je sais que la compagne d'Alric Fleur va signer un dessin. Il y aura un ex-libris exclusif qui sera livré avec les comics qui seront eux-mêmes dans un sachet plastique avec leur backing board pour 7€. Donc vraiment on est sur un prix qui plairait à Alan Moore. N'hésitez pas, je vous mets le lien de la campagne dans la description. C'est la fin de ce JT. Je vous remercie à tous de l'avoir regardé, d'être de plus en plus nombreux à le faire, de mettre des pouces bleus pour aider sur YouTube, de partager sur Facebook, de tweeter, de retweeter, de m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vous vois, même si je réponds pas à tout le monde, j'essaye, mais parfois c'est compliqué, mais en tout cas je vous vois et ça me touche. N'hésitez pas à me dire votre news préférée, ce que vous avez pensé de tout ça, dans les commentaires sur YouTube où j'aurai
réponds à chacun d'entre vous, je finis par le faire, ou bien sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, Discord aussi. Faites attention à vous, faites attention à tous, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Nouveau débat sur Twitter, non, c'est pas qui est le meilleur Spider-Man, qui est le meilleur rappeur, est-ce que Eminem mérite vraiment d'être cité à côté de SCH et de Jul, non, c'est est-ce qu'il y aura du sexe dans la série Le Seigneur des Anneaux par Amazon. Il y en a qui ont mal compris le sens du mot Hobbit, qui veulent savoir s'ils sont aussi poilus partout que sur le dessus de leur yep. T'imagines Sam dire à Frodon, je ne peux pas le porter pour vous, mais je peux vous soulever vous en enfilant un coq ring qui leur est invisible. Putain, Twitter!